Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur tout ce que je viens de... Alors, je vois Stéphane qui me dit que euh, c'est la définition de la stratégie et de la tactique. Euh, Pas vraiment, parce que finalement, l'heuristique, elle n'intervient qu'à partir du moment où on est sur le terrain, tu vois, où on est sur un temps de décision très très court, d'accord? Donc, euh, certes, les joueurs, ils vont être amenés à réfléchir sur le plan stratégique et à générer des options lorsqu'ils utilisent une stratégie descendante. Euh, Ils vont être amenés à générer des options qui viennent de leur background, en fait, de tout ce qui s'est passé auparavant dans leur carrière, dans tout ce qu'ils ont vécu. Donc effectivement, sur ce plan-là, on peut dire que c'est de la stratégie. En revanche, ça reste quand même de la tactique dans le sens où les options qui sont générées, elles viennent pas par hasard. Elles sont issues d'une analyse du type de situation, d'un typage de situation qu'on peut avoir. En l'occurrence, c'est l'exemple en cours de Brock James, qui m'explique au cours de l'entretien que, en fait, s'il adopte une stratégie descendante et s'il choisit le jeu au pied, c'est parce qu'il sait que dans ce genre de situation, après un deuxième temps de jeu, donc il y a eu un jeu au pied, donc le deuxième temps de jeu après le jeu au pied, il y a souvent des problèmes de placement. Donc ça veut dire que il s'adapte quand même à la situation. Donc c'est effectivement c'est le juste milieu entre stratégie et tactique. C'est un, c'est au final au milieu du continuum. Mais la stratégie et la technique en soi c'est aussi un continuum. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est difficile de dire que des éléments sont 100% stratégiques et des éléments sont 100% tactiques lorsqu'un joueur évolue sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions? Si je peux me permettre, Michel, encore. Tu Oui, abordes la question des apprentissages dans l'autre chapitre, dans le prochain chapitre. oui. Parce Là que, effectivement, c'était nous, des pistes. la problématique, voilà, c'est les pistes. Donc, c'est la question, c'est comment débloquer des joueurs qui sont bloqués en take the best, par exemple, ou en take the first plutôt, pour les faire passer en lecture vraiment. C'est ça notre problématique. Ça, tu le vois plus tard. Oui, ça on le verra plus tard. Ok, On le verra ok. plus tard. Mais c'est une bonne question parce que finalement c'est au cœur du métier de l'entraîneur. Lorsqu'on est face à une situation, on aimerait évidemment que les joueurs soient capables toujours de s'adapter, de prendre en compte le milieu dans lequel, enfin la situation dans laquelle il est confronté. Et donc effectivement, il faut arriver à les faire tendre vers take the best. Sauf que ça prend vraiment beaucoup de temps. En fait, c'est pas quelque chose il suffit pas que le joueur en prenne conscience, il faut que ça va plus loin. Si tu Ok, l'abordes après, on y revient après alors. Mais effectivement, ouais, on l'abordera, on l'aborde juste après. Euh, Là, juste, j'ai fait un focus puisque c'était un petit peu ce qui est ressorti du questionnaire que je vous avais envoyé, c'est-à-dire finalement, vous m'avez posé la question, quelle est l'influence des émotions sur la prise de décision? Alors, là, je vais être clair, je suis pas un spécialiste de la psychologie euh, et de l'intelligence émotionnelle. Donc, moi là-dessus, bon, il y a eu un très bon webinaire sur ce que fait, ce que travaille la fédération sur les émotions euh, au moment de la performance. Donc, là-dessus, si je dois vous donner quelques pratiques, je vous conseille plutôt d'aller regarder ce webinaire que l'IFER a fait. Petit clin d'œil à Marie. Juste là, l'idée c'était juste expliquer que finalement les émotions, elles peuvent pas être, on peut pas les considérer à part de la prise de décision. C'est des choses qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et bon, du coup, j'ai une petite déformation professionnelle, c'est-à-dire quand je travaille sur un sujet sur lequel je suis pas forcément familier, j'ai tendance à me réfugier derrière des articles scientifiques. Donc, je vous ai fait un petit panel de la littérature sur les émotions et la prise de décision. Déjà, l'émotion, tout simplement, c'est de dire que c'est un état affectif intense
qui est caractérisé corporellement par des troubles divers. Voilà, ça c'est une émotion, c'est-à-dire que c'est un état affectif qui finalement derrière nous amène à avoir des pulsations, le teint livide, enfin bon voilà, ça c'est la définition des émotions. J'ai fait un petit historique du lien qu'on pouvait faire et de ce que les chercheurs ont fait comme lien entre la prise de décision et les émotions. Le premier élément, c'est Darwin, donc un des premiers à avoir réfléchi là-dessus, qui, dans ses expériences, s'est rendu compte que la prise de décision s'accompagnait souvent de froncements de sourcils qui indiquaient, selon lui, l'embarras. Donc finalement, c'est lui qui a fait pour la première fois le lien entre prise de décision et émotion. Un siècle plus tard, hein, quand même, il y a eu donc Lazarus a travaillé sur les émotions et il a dit que les émotions, lorsqu'on était en situation de prise de décision, elles dépendaient des motivations, des intérêts et de l'environnement qu'il y a autour de ce que l'on est en train de faire. Donc une espèce de triptyque sur lequel il faut être capable, nous en tant que coach ou en tant que préparateur mental, et encore une fois, cette partie-là, je la laisse vraiment aux experts de la pratique, mais c'est le triptyque sur lequel il faut qu'on soit capable d'agir. Alors, ce qui va être intéressant, c'est l'étude de Damasio sur les émotions, et notamment le patient qui s'appelle Phineas Gage, qui en fait était un patient à l'époque qui travaillait dans une usine et qui a eu un gros problème au travail, un gros accident du travail, puisqu'il a eu une baramine qui lui est rentrée dans l'œil et qui a traversé son cortex préfrontal, c'est-à-dire qui est rentré dans la partie avant du cerveau. Donc, avec des dommages énormes dans le cortex préfrontal et l'amygdale, donc ce sont les zones du cerveau qui, en gros, permettent qui sont le cerveau cognitif et le cerveau limbique, c'est-à-dire c'est le cerveau des émotions et c'est le cerveau du raisonnement. Et donc, ce patient-là, qui avait survécu miraculeusement, on s'est rendu compte que ce patient-là il était incapable, à cause de ses lésions, il était incapable d'éprouver quelconque émotion. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que du fait qu'il ne puisse plus éprouver d'émotion, il était aussi incapable de prendre quelconque décision. Donc, si on lui demandait noir ou blanc, il n'était pas capable de trancher. Et ça pouvait même le mettre en danger. Donc tout ça pour dire que les émotions, en fait, au-delà d'être quelque chose qui peut inhiber la prise de décision et donc qui peut être perturbant pour un joueur, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va permettre aux joueurs, déjà d'une part d'être réveillé, d'être rapide sur la réponse, puisque en fait l'émotion est le déclencheur de la prise de décision selon certaines théories. L'émotion, elle est aussi très importante dans l'apprentissage, puisque sans émotion, on est incapable de faire une auto-évaluation de la décision qu'on vient de prendre. Donc, l'émotion positive, elle va amener finalement un apprentissage, une consolidation de la décision qu'on a vue, qu'on a utilisée, et une émotion négative, l'inverse. Un exemple que Lerner a donné, c'est que en gros, la prise de décision, lorsqu'elle est réalisée sous un état émotionnel de colère, de confiance ou d'optimisme, souvent, nous amène à prendre des risques. Un exemple, je suis au volant, je suis en colère, j'ai tendance à appuyer sur l'accélérateur alors que finalement consciemment c'est pas forcément, il y a aucun élément qui m'amène, enfin qui est logique derrière cette action-là. Pareil, l'optimisme, il me tarde d'arriver, je sais pas moi, à la soirée après la première soirée après le confinement, je vais appuyer sur l'accélérateur pour m'y rendre le plus vite possible alors que finalement, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Donc pour l'apprentissage, c'est important de dire que les émotions, au-delà donc ça a une influence sur la prise de décision. Donc par là même, comme vous l'avez compris au début de l'intervention, c'est que ça a aussi une influence du coup sur la mémoire, puisque la mémoire elle est soutenue par des repères émotionnels. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure.
on apprend grâce aux émotions. Si on n'a pas d'émotions, on n'est pas capable d'auto-évaluer l'action qu'on a menée. Le deuxième constat, c'est de dire que lorsque le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone des émotions, est touché, eh ben, quelqu'un qui aurait des difficultés, en tout cas des séquelles sur le cortex préfrontal dans cette zone des émotions, c'est quelqu'un qui, on aurait beau lui proposer 10 fois la même situation, il fera 10 fois la même erreur. Parce que, donc ça c'est Damasio qui a travaillé là-dessus, parce que justement il tient pas compte des erreurs d'avant, parce qu'il n'a pas ressenti d'émotion. L'émotion, donc comme je disais, elle présente un signal inconscient de l'efficacité du choix qu'on a réalisé. Voilà. Et donc, l'émotion, elle doit être pas totalement inhibée. Donc, elle doit faire partie de notre activité, elle doit faire partie de notre formation, du travail qu'on a avec les joueurs, pour que le joueur il puisse donner du sens à ce qu'il vit, pour qu'il puisse être capable de s'évaluer. Donc, je dis n'importe quoi, mais un petit challenge à l'entraînement sur j'ai gagné, j'ai perdu, l'émotion, elle est de suite là et elle permet au joueur, lui, de s'évaluer et de savoir ben, où est-ce qu'il en est sur ce point-là. Est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il n'a pas bien fait? L'émotion, elle va être aussi stimulante pour les personnes qui sont qui sont en action, notamment parce qu'elle va générer de l'éveil, elle va générer tout un complexe hormonal qui fait que derrière le joueur va être vraiment hyper focus sur la tâche qu'il est en train de réaliser. Voilà, donc ça c'était le point sur les émotions. J'ai essayé de prendre un virage un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur. D'habitude, on parle souvent de comment les émotions peuvent inhiber la prise de décision, mais finalement, sans émotion, il n'y a pas de prise de décision. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre une activation qui est trop importante et donc un stress là-haut, etc., et ou une activation qui est trop basse ou une remise en question qui est trop basse et donc une confiance qui est au top, une activation qui est basse et qui finalement ben, permet pas d'être dans un état optimal pour prendre des décisions. Est-ce qu'il y a des questions sur sur tout ça, sur la partie émotionnelle ou je passe à la partie formation? Ok, donc qui ne dit mot consent, je passe à la partie formation. Donc la formation à la prise de décision. Alors au démarrage de la thèse, alors voilà, là c'est là où vous m'avez posé le plus de questions, évidemment. Euh, je vais essayer de répondre au plus de questions possibles. Si jamais il y a des choses sur lesquelles vous vous interrogez, n'hésitez pas après à m'interroger et à attirer mon attention là-dessus. L'idée au début de la thèse, c'était de comprendre un petit peu comment est-ce que l'entraîneur il pouvait travailler ou développer la prise de décision chez ses joueurs. Bon, 3 éléments ont été évalués, dont euh, deux qui vraiment sont à mettre en avant. C'est euh, sur le collectif, d'accord? C'est-à-dire en gros, on simulerait des situations pour que le joueur soit dans un contexte où il prend des décisions le plus proche de la réalité du terrain et de la compétition. Une, la vidéo en face à face, donc pourquoi pas pointer du doigt au joueur les éléments sur lesquels il doit focaliser son attention lorsqu'il prend une décision, etc. Sur le terrain en individuel, ça a été beaucoup moins unanime. Donc l'idée au début de la thèse, c'était de dire, voilà, ces 3 pratiques, c'est des pratiques qu'on a l'habitude d'utiliser, sauf que ben, quand on est sur le terrain collectif, c'est difficile de se focaliser sur un seul individu alors que on a 2 équipes qui sont en train de se rencontrer. Puis ça demande aussi d'avoir des ressources en termes de joueurs et des ressources en termes de staff aussi si on veut passer les messages auprès de nos joueurs. Euh, ça aussi une limite, mais une limite qui justement, je pense que tout le monde prend conscience de ça, c'est le réalisme des situations qu'on propose lorsqu'on est à l'entraînement, lorsqu'on simule une situation une situation de match.
puisque l'intensité, le contexte et l'imprégnation dans la situation sont pas les mêmes que lorsque je suis sur le terrain et que j'ai un adversaire que je connais pas face à moi. Terrain individuel, ça permet de travailler très bien individuellement et techniquement. Par contre, travailler sur la prise de décision seul, c'est quand même assez difficile. J'avoue que je vois pas comment est-ce qu'en travaillant sur le terrain avec un entraîneur, bien que l'entraîneur soit à 100% à disposition du joueur, c'est quand même assez difficile de faire passer les messages lorsqu'on a personne face à soi. Et le dernier point, c'est la vidéo. Mais la vidéo aussi, ça souffre de petites contraintes. Alors, je remets pas du tout en question ces trois éléments-là, hein. L'idée, c'est juste de dire que ce sont des éléments qui sont pas forcément qu'on pourrait optimiser en tout cas. Donc la vidéo, c'est souvent très orienté. Pourquoi? Parce que nous, en tant que coach, on regarde la vidéo, on a notre idée sur ce qu'on attend de nos joueurs, et donc naturellement, ce qu'on va faire, c'est que bien que certains prennent le temps, ou que même moi, de temps en temps, je prenne le temps face à mes joueurs de les questionner sur la situation et tout ça, quand même, la vidéo, elle est souvent très très orientée. D'accord? C'est aussi assez chronophage, parce que si on doit faire de la vidéo avec tous les joueurs qui sont sur un terrain, ça prend du temps. Et puis, ce qui est ressorti aussi des entretiens assez régulièrement avec les joueurs, c'est que la vidéo, ils en font très régulièrement et ça devient un peu rébarbatif. Ça revient surtout rébarbatif parce que les joueurs sont inactifs face à un contenu qu'on leur présente. Donc, l'idée, c'était de se dire alors déjà, le premier point, c'est qu'il faut arriver à comprendre que on peut pas former, quand on parle de prise de décision, on forme un joueur tout au long de sa carrière à la prise de décision, mais on peut pas former de la même manière selon les différents objectifs qu'on a. Si on a un objectif de performance à court terme, il va falloir adopter des pédagogies très explicites, c'est-à-dire dire au joueur, orienter le joueur pour que très rapidement on passe dans l'opérationnel, c'est-à-dire que le joueur il transfère ce que je viens de lui dire sur le terrain. Ces pédagogies explicites, ça permet une coordination rapide, donc ça permet déjà aux joueurs de se développer, mais une atteinte des attitudes exigées assez rapidement. Ça permet à un groupe, lorsqu'on les oriente collectivement, de se coordonner assez rapidement, parce que on exige un petit peu des éléments, des comportements. Et donc, vu que c'est avoué à tout le monde, la coordination elle est rapide. En revanche, ça permet pas forcément de s'approprier les habiletés qu'on a proposées. Et surtout, il y a une rétention qui est assez faible. La rétention, c'est-à-dire, on va travailler avec les joueurs, on va leur demander, on va être très explicite avec eux, on va leur demander des éléments euh, très précis au moment T. 2 mois plus tard, ces éléments-là, étant donné qu'ils ne se le sont pas appropriés, qu'ils n'ont pas réussi à faire en sorte de se le construire par leur propre analyse et par leur propre travail, la rétention est faible et ça s'oublie. Voilà. Donc ça, c'est une recherche de RAB. Je vous donnerai la biblio sur laquelle je me suis appuyé, mais c'est une recherche de RAB qui montre que finalement, si on veut la performance à court terme, il faut plutôt adopter une pédagogie explicite. En revanche, il faut pas s'attendre à ce que les joueurs se construisent et qu'ils réussissent à retenir l'ensemble des choses qu'on a vues avec eux au début, au démarrage. En revanche, quand on parle de formation sur le long terme, il vaut mieux adopter des pédagogies implicites lorsqu'on travaille la prise de décision. Au début, forcément, c'est plutôt difficile. C'est-à-dire que une pédagogie implicite, c'est laisser le joueur se tromper, faire des erreurs à l'entraînement. Lorsqu'on est sur un atelier où on veut justement qu'il y ait un travail sur la prise de décision, plutôt que d'arbitrer, plutôt que de donner des indications à chaque passage pour aider le joueur,
il faut le laisser se tromper, c'est-à-dire il ne faut juste qu'arbitrer la règle, presque. Il faut pas, c'est-à-dire c'est marqué, c'est pas marqué, il y a faute, il y est pas cet essai, etc. Et ça s'arrête là. Il faut pas aller plus loin. Ça permet aux joueurs de se construire et donc quelque part de s'approprier le savoir qu'il va manipuler. D'accord? Donc contrairement à ce qu'on a vu avant, là le joueur c'est pas l'entraîneur à travers les exercices va permettre de faire évoluer le joueur, mais c'est pas l'entraîneur qui va lui donner les clés. C'est le joueur qui va se construire et construire ses attitudes. Cet élément-là, ça va permettre au joueur de s'adapter selon les situations. C'est-à-dire que si on l'habitue à pas avoir d'indication sur le bord du terrain, eh ben, il va être constamment dans l'adaptation et donc il va être constamment dans la réflexion. Et donc, comme on disait tout à l'heure, c'est avec ces pédagogies implicites qu'on va développer les heuristiques take the best, l'heuristique take the best, puisque le joueur il sera toujours sur une adaptation. Ces pédagogies implicites, elles permettent une rétention optimale. Ben pourquoi? Parce que tout simplement, le joueur, c'est lui qui s'est construit, ses schèmes, c'est lui qui s'est construit ce qu'il a, les schémas mentaux qu'on a vus jusqu'à maintenant, et c'est pas quelqu'un qui lui a dit. D'accord? Donc cette construction, des fois, elle est même inconsciente, puisque finalement les heuristiques, les joueurs, ils sont pas conscients qu'ils manipulent des heuristiques et des stratégies particulières. Et donc du coup, ça permet une rétention optimale, c'est-à-dire que sur le long terme, le joueur il va être amené à performer beaucoup plus longtemps par rapport au moment de l'apprentissage. Donc pour travailler, et alors moi là du coup, je vais me focaliser sur cette partie formation à long terme, d'accord? Puisque l'idée c'était de se poser la question comment est-ce qu'on développe la prise de décision en fonction des heuristiques que j'ai pu identifier au cours de la thèse. Donc pour développer la prise de décision, il faut utiliser des situations réelles déjà, des situations de match. Donc comme je disais tout à l'heure, qui sont contextualisées, dans lesquelles on peut essayer d'insérer des émotions, d'accord? Et donc c'est quoi ces situations réelles? C'est des situations d'apprentissage ouvertes, comme on a vu. C'est utiliser donc le mouvement général. Pourquoi? Parce que René Deleplace disait que c'est par le mouvement général qu'on arrive à développer les habiletés des joueurs. Pourquoi? Parce que c'est le mouvement général, c'est le moment où le joueur il est tout le temps, en train d'analyser. Il y a une complexité informationnelle qui est importante. Donc voilà, ça, ce sont des situations qui sont importantes. La pédagogie des modèles de décision tactique, pareil, donc c'est un peu lié au mouvement général. Cette pédagogie-là, en gros, c'est de mettre en avant le fait que le joueur, le joueur prend des décisions dans le mouvement général, dans des situations où finalement il n'est pas orienté, où il va être obligé de faire les connexions tout seul. Le deuxième point, c'est d'employer des pédagogies non inductives. Donc le discours implicite de Rab en 2003, c'est-à-dire sur l'atelier qu'on a mis en place pour travailler la prise de décision, je n'utilise pas le discours explicite, j'utilise un discours implicite, c'est-à-dire j'arbitre la règle, je dis si ça marque, etc. Mais finalement, je laisse le joueur se construire. Très difficile, hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé de faire ça. J'ai jamais réussi à faire comment dire à faire une séance d'entraînement sans qu'il y ait bien joué la décision ou bien jouer c'est très très difficile à mettre en place. Donc dans les pédagogies non inductives, il y a quoi? Il y a le questionnement, hein. Donc valoriser le questionnement, c'est quoi? C'est amener le joueur à se poser des questions lorsque par exemple on lui présente une vidéo, le laisser se faire son idée de la vidéo, d'accord? Et dans le travail de Faramin en 2016, ce qui est très intéressant, c'est que sur une étude où en fait on mettait un joueur confronté à une vidéo, enfin des joueurs confrontés à une vidéo, et donc à des vidéos, on les confrontait de différentes manières. Il y avait le joueur qui voyait juste la vidéo sans rien d'autre. Il y a le joueur qui voyait la vidéo avec les indications du coach. Et il y a les joueurs qui voyaient la vidéo et qui étaient ensemble autour d'une table et qui discutaient de la vidéo.
Et bien là, la situation dans laquelle les joueurs ont le plus appris et ont le plus retranscrit d'informations de la vidéo sur leur pratique de décision sur le terrain, c'est le moment où ils étaient autour d'une table à plusieurs d'une même équipe et qu'ils ont discuté sur le contenu vidéo. D'accord? Donc, important, l'interaction avec les pairs, elle est hyper intéressante. Ce qui peut être aussi intéressant de soulever, c'est que finalement, ces situations-là, les trois types de situations, elles se prêtent bien à l'utilisation du jeu, du défi, etc. Puisque discours implicite, on va être juste sur la régulation de la règle. Interaction avec les pairs, ça intervient assez régulièrement. Et les situations d'apprentissage ouvertes, finalement, ben, l'idée, c'est votre objectif, c'est de gagner l'équipe adverse et on se fout de la manière dont vous le faites. En revanche, si l'atelier est bien fait, ben, vous allez le faire de la manière dont le coach souhaite que vous le fassiez. Donc le jeu et la simulation en fait. Donc le jeu et la simulation regroupent l'ensemble de ces éléments-là. Et c'est pour ça que au cours de la thèse, on a décidé, enfin en tout cas j'ai décidé de m'orienter sur l'utilisation du jeu et la simulation. Juste un point sur le jeu assez rapide. Le jeu, pourquoi le jeu c'est important et pourquoi est-ce qu'il faut arriver à faire en sorte que les joueurs ils jouent à l'entraînement? C'est parce que ça développe la motivation et l'engagement, ça développe la participation des joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus actifs, ils sont beaucoup plus stimulés. Ça, ça permet de fixer des objectifs qui sont concrets dans la minute et pas des objectifs qui sont flous. C'est-à-dire l'objectif concret, c'est de gagner le petit jeu. Si tu as gagné le petit jeu, c'est que tu as réussi ta mission. Voilà. Par contre, l'objectif concret, évidemment, il découle de tout type d'objectif qu'on a dans notre planification ou dans notre objectif général pour le joueur. Ça fournit une liberté d'interaction. Et le joueur, il est plus juste spectateur d'un atelier qu'on lui propose. Là, il va être amené à interagir avec la situation, à se l'approprier, à y réfléchir, etc. Ça permet de fournir des feedbacks. Si j'ai gagné, feedback positif. Si j'ai perdu, feedback négatif. Et donc, ces deux feedbacks, comme je disais tout à l'heure, ça consolide l'apprentissage. Et ça consolide l'apprentissage à travers les émotions. Ça permet de donner du contenu au joueur, c'est-à-dire qu'on le borne dans une situation où finalement il est obligé de réfléchir, mais il est aussi évalué sur ce contenu-là. Donc ça donne du contenu et ça permet de l'évaluer sur le contenu qui a été proposé. Ça s'adapte à la vitesse de l'apprenant, d'accord, important. Chaque joueur n'a pas la même évolution et donc ça va permettre justement que chaque joueur s'approprie le jeu et donc selon la vitesse à laquelle il se l'approprie, eh ben, il va évoluer différemment. Donc l'idée, euh, l'idée c'est que pour former un joueur à la prise de décision, il faut trouver le juste milieu entre le jeu et la simulation. D'accord? La simulation, pourquoi? Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'importance de vivre les situations et les situations qui sont contextualisées. Pourquoi le jeu c'est important? C'est le meilleur moyen d'apprendre, ça permet de rendre actif, ça permet de s'adapter au niveau du joueur, ça permet d'être bénéfique aussi pour la motivation. La simulation, pourquoi c'est important? Parce que la simulation, en fait, ça utilise les mêmes processus cognitifs que les situations réelles. C'est aussi, euh, il a été prouvé que la simulation, il n'y a rien de plus efficace pour la prise de décision des sportifs, mais pas que des sportifs, hein, de toutes les activités qui demandent finalement un engagement comme par exemple les sauveteurs en mer, les pompiers, etc. Donc des prises de décision rapides. Ça permet aussi la simulation de démystifier un peu la pratique réelle. Lorsque je fais une mise en place à l'entraînement en contextualisant avec une équipe, avec un score, etc., ça permet de démystifier la pratique que j'ai l'habitude de faire, que finalement j'ai pas forcément, au contraire, j'ai pas forcément l'habitude d'avoir lorsque je suis en compétition. Et donc le juste milieu entre les deux, ce qui permet en fait, ce qui est le, le penchant entre jeu et simulation, c'est ce qu'on appelle un serious game constructiviste, c'est-à-dire que c'est un jeu sérieux avec un enjeu sérieux qui favorise l'activité, qui est évolutif, d'accord, qui va encourager la découverte par l'action
et qui va permettre aussi aux joueurs de se construire personnellement, puisqu'on a vu que c'était très important. Là-dessus, je pense que je vais passer. Je pense que on a parlé tout à l'heure de pratique délibérée et d'expertise. En gros, la pratique délibérée, c'est quoi? C'est une pratique qui est motivée. Et donc le parti pris aujourd'hui, selon moi, qui peut être intéressant pour les joueurs, c'est de trouver en gros le juste milieu entre le travail et le jeu pour être dans une pratique qui est motivée et donc dans une pratique délibérée. Et donc, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, 10 000 heures de pratique délibérée, ça fait d'une personne un expert. Donc ça, c'est ce qui permet de développer, c'est la pratique délibérée, ce qui permet de développer le mieux les joueurs. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous présenter? Il nous reste 10 minutes. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Michel, est-ce que j'ai répondu à la question de tout à l'heure? J'arrive, excuse-moi. Oui, oui, oui. Enfin, en tous les cas, tu nous as donné et déblayé des pistes hein, dans nos méthodes d'entraînement. Après, il faut forcément du temps et c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve, enfin nous, confrontés à des joueurs bloqués vraiment sur leur take the first, hein, c'est-à-dire que le mec qui fera jamais la passe parce que même si tu lui accordes beaucoup de temps, il voit pas la situation, donc il faut qu'on aiguise d'abord l'outil technique pour qu'il ait confiance dans l'outil avant de pouvoir lire. Ça, c'est la première chose. Mais on a tellement enfin, on a des joueurs qui sont tellement bloqués qu'on peut se poser la question, alors se remettre en cause soi-même hein, sur les pratiques que tu viens de nous éclairer là. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que effectivement les biais émotionnels sont suffisamment travaillés? Voilà, donc. C'était intéressant, mais ça répond pas encore à mes questions concrètement pour arriver à débloquer ce type de joueur-là. Parfois, on aurait tendance à dire est-ce que ça vient de son QI, du manque d'expérience que je lui fais subir, hein, ou les mauvaises expériences entre guillemets. Voilà, je pose encore des questions. Beaucoup de joueurs restent bloqués take the first, quoi. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réfléchir un peu à l'arrière-plan enfin, à l'arrière-plan du joueur, au parcours du joueur. Et c'est vrai que je me rends compte, moi, de plus en plus. Donc, tu parlais de QI, QI rugby, on entend souvent cette expression, le QI rugby, que aujourd'hui, moi, j'ai affaire à des joueurs qui sont pas toujours, qui ont pas toujours cet intérêt pour la pratique, qui ont pas toujours comment dire, la sensibilité pour jouer au rugby. C'est-à-dire que on dirait que c'est une pratique qu'ils découvrent et sur laquelle ils ont jamais été challengés et donc c'est vrai que ce que je présente là, c'est quelque chose qui est très long à mettre en place. C'est évidemment que utiliser le discours implicite, encore une fois, c'est pour ça que je vais différencier performance de formation. Utiliser le discours implicite, ça commence dès les tout petits. Alors c'est ce qui est plutôt bien fait aujourd'hui dans la formation DBF, puisqu'on leur dit de vraiment faire en sorte que les gamins soient libres, qu'on on les laisse s'exprimer pour développer la créativité, pour développer plein de choses. Et donc c'est pour ça que en tout cas, c'est intéressant cette question que tu m'as posée parce que il n'y a pas de recette miracle en fait. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut être capable de s'adapter tout le temps aux joueurs auxquels on est confronté. Mais des fois, on trouve des réponses dans le parcours que le joueur a suivi. Moi, je sais qu'il y a des fois, je me suis posé des questions sur des joueurs et après, quand je discute avec eux, je me rends compte que ça fait 3 ans que le gamin joue au rugby. Ben, je comprends mieux pourquoi il a besoin de se rassurer en prédéfinissant ce qu'il va faire au cours de son action. Oui, bonjour à tout le monde. Jérémy, quel est l'âge d'or des acquisitions de situations tactiques? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour réfléchir sur le jeu.
Je pense qu'il y a, enfin, il y a pas de, je connais pas de littérature qui proscrit le travail de la décision dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que tout le monde, enfin c'est ce que naturellement tout le monde fait. C'est-à-dire que chez les jeunes, alors bien qu'on va pas leur donner, on va pas leur donner les mêmes objectifs. Chez les tout petits, à partir du moment où ils commencent à s'intéresser à la pratique, je dirais, allez, U10, à partir des U10, on Ouais. commence à avoir des gamins qui réfléchissent rugby, qui pensent à la manière dont ils peuvent gagner ou dont ils peuvent performer. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à les stimuler, à faire en sorte que justement ces stimulations elles correspondent à cet âge-là. Et donc cette stimulation, elle n'est pas du tout la même au fur et à mesure de l'évolution du jeune. Bien Donc évidemment. je pense qu'il n'y a pas de, je pense qu'il y a pas d'âge. D'accord. D'accord. Tu parlais de laisser vivre, c'est bien ça, les situations tactiques, et Oui. amener des corrections pertinentes sur la vitesse de course, sur l'orientation. Et est-ce que c'est pas justement intéressant, plutôt que d'attendre la vidéo, de le faire en temps réel? Oui, oui, c'est sûr que le faire en temps réel, pour le joueur, c'est un retour immédiat. Et tu sais, tout à l'heure, je parlais des émotions. Ouais. Le fait que d'avoir un feedback, euh, que ce soit un feedback qui vienne du coach ou un feedback qui vienne d'autre part, c'est essentiel pour que le joueur se construise. Et ben finalement, on est là-dedans. C'est-à-dire que le feedback là, le joueur, il l'a au moment où il a réalisé le geste. Euh, donc, si on travaille sur une pédagogie implicite, le feedback, il va pas venir de l'entraîneur, il va venir du jeu qu'on a réussi à mettre en place. C'est là Ouais, la différence. j'ai bien Mais compris. effectivement, le faire sur le terrain, c'est encore mieux que la vidéo parce que le mec, il vient de vivre la situation, il a l'émotion immédiate et donc sur le plan cognitif, c'est exactement comme ça que ça marche. Parce que avec la vidéo, on va demander au joueur de se projeter sur un truc qu'il a déjà vécu, mais sur lequel il a déjà eu une analyse en fait. D'accord, Et donc il a déjà consolidé ou pas consolidé. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous avez la chance de voir surgir derrière mon écran mon chat. Donc, merci Jojo. Alors, c'est les joies des visios. Donc, dernier point, et donc là, c'est juste pour en venir à finalement ce qui était l'objectif de la thèse, c'était de concevoir une nouvelle pratique, réfléchir à quelle pratique pourrait correspondre à une formation à la prise de décision. Et donc, je me suis intéressé à la réalité virtuelle. Pourquoi la réalité virtuelle? Parce que la réalité virtuelle, elle offre une plus-value. Bon, déjà, du fait que ce soit un outil numérique, ça amène les, ça amène à, à être actif finalement face à un contenu. Par contre, il faut pas faire l'erreur. Le numérique ne suffit pas à motiver. C'est-à-dire que le numérique, il doit être agrémenté d'un contenu qui est béton, parce que en soi, l'outil, ça suffit pas à motiver et à engager un joueur. La plus-value pratique, et là je viens de me rendre compte que j'ai un problème sur les slides. Alors attendez, je suis désolé. Hop, je me suis trompé. Hop. Voilà. Donc la plus-value pratique pour finalement aider un entraîneur, ben, la réalité virtuelle c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça permet de euh, choisir la situation exacte dans laquelle sur laquelle on va confronter le joueur. Ça va permettre de simuler des scénarios sans mobiliser l'ensemble d'un staff ou de joueurs. Ça va permettre d'être indépendant par rapport aux autres, c'est-à-dire travailler tout seul dans son coin, pourquoi pas chez soi. Et ça va permettre voilà, de baisser le nombre de ressources qui sont utilisées. Donc au début, c'était pour ça que j'avais étudié la réalité virtuelle.
Après, je me suis rendu compte que la réalité virtuelle, elle est déjà utilisée en fait. Elle est utilisée, elle a été utilisée chez les basketteurs. Elle a été utilisée chez des joueurs de football américains, dont une université aux États-Unis. Et en fait, il s'est avéré que le travail de la prise de décision grâce à la réalité virtuelle, c'est-à-dire grâce à un casque qu'on met sur les yeux et où on peut interagir avec le contenu qu'on a sous les yeux, eh ben, elle permet de développer les capacités décisionnelles entre 30 et 60% sur certaines études. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable et qui est plutôt intéressant. La réalité virtuelle, elle est finalement on a l'impression que c'est forcément du virtuel, mais la vidéo 360 permet de travailler justement de travailler les habiletés décisionnelles. Et il y a une étude qui est sortie grâce à un laboratoire de Rennes sur le travail. Alors là, on n'est pas sur de la prise de décision, mais sur de la lecture comportementale. Un travail qui a été fait sur le duel au rugby. Un joueur, le porteur du casque était défenseur, et il y a eu un travail qui a été fait sur un joueur qui jouait un duel, et donc le défenseur devait se positionner en fonction de l'arrivée du joueur adverse. Mais ce travail-là, il a permis de montrer que la réalité virtuelle, elle permet même de développer les habiletés techniques sur le plaquage des joueurs. Alors effectivement, là on est sur quelque chose de très très fin et de très glissant, dans le sens où, selon moi quand même, il faut pas, enfin la technique elle doit être travaillée sur le terrain, il faut pas tomber dans l'excès, mais en tout cas je trouvais que l'étude était intéressante. Donc aujourd'hui les avantages de l'utilisation de la réalité virtuelle pour réaliser des simulations des simulations pour préparer les joueurs à la prise de décision, pour les former et tout ça, c'est parce que c'est ludique, voilà. Et donc ça utilise le moteur le plus puissant de l'apprentissage humain, c'est-à-dire le jeu. Ça rend le joueur actif et ça permet l'interaction entre le formateur et le formé, c'est-à-dire qu'on peut facilement débriefer une séance de réalité virtuelle. Les avantages aussi de la réalité virtuelle, c'est que c'est immersif, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation, on peut jouer la situation, on peut la rejouer si on l'a pas bien saisie, on peut revenir sur les décisions, on peut aussi orienter le regard par exemple du joueur en fonction de la situation, etc. Dernier élément qui est important, c'est que la réalité virtuelle, ça permet d'être flexible. Ça permet de proposer des scénarios qu'on va adapter aux joueurs. Ça va permettre de définir des environnements en fonction des objectifs qu'on a pour les joueurs, de suivre un joueur de manière un peu plus poussée et quelque part, certaines fois, pourquoi pas même aider le joueur et orienter son regard sur certains éléments de la situation. Donc, je vous remercie de votre attention. Alors, je sais pas si on a encore le temps pour quelques questions, Marie, si vous en avez. Ici, on a encore 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Bon, apparemment pas de questions. Apparemment, pas de questions. Juste, Donc, moi, on je va vais pas- vous envoyer le PowerPoint une fois que Jérémy me l'aura transmis. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas ultérieurement, soit à nous contacter directement, soit à contacter Jérémy. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais. N'hésitez pas. Bah, attendez, je partage mon écran. J'ai mes contacts. J'ai euh, l'entreprise que j'ai fondée, puis une petite vidéo sur la manière dont on l'utilise actuellement. On utilise actuellement la réalité virtuelle à Villeurbanne. Donc voilà, c'est des éléments quoi. En gros, on fait un travail actuellement, on fait un travail sur la réalité virtuelle, sur un petit travail en réalité virtuelle et immédiatement un transfert. Donc on voit que le joueur il est déjà en tenue et un transfert immédiat sur la pratique de terrain.
pour faire en sorte que les connexions se fassent immédiatement entre ce qu'on est en train de faire en salle et ce qu'on fait sur le terrain. Ce qui, au final, ressemble un petit peu aux pratiques qu'on a actuellement avec la vidéo. Moi, j'ai quand même une question, Alexandre comprend. Tu disais tout à l'heure sur la théorie de l'expertise que à partir de voilà une pratique de 10 000 heures ou 10 ans de pratique, on pouvait devenir expert Oui. d'après la lecture. Là aujourd'hui sur un outil sur cette réalité virtuelle, tu sais à peu près, on a des retours dessus, on a voilà de savoir à partir de combien d'heures de pratique tu as un transfert et voilà un retour sur le terrain qui fait qu'il y a une évolution du joueur. Par exemple. Alors, sur la prise de décision, il n'y a pas d'études qui sont sorties puisque pour le moment, les outils permettent pas de faire des études longitudinales, à savoir quand est-ce que on arrive finalement à épuisement de cet outil. Donc, sur la prise de décision en soi, il n'y a pas encore les études, il n'y a pas encore d'études. Il y a des études qui montrent que ça a permis de développer les décisions sur certaines phases bien précises, notamment chez les quarterbacks au foot US, mais pas forcément, on n'a pas encore forcément des données sur l'apprentissage sur la prise de décision. En revanche, il y a des éléments qui montrent la transférabilité au bout de 8 séances de réalité virtuelle. Et notamment la transférabilité des acuités visuelles qui sont développées au cours de ces séances-là. C'est-à-dire développement du champ de vision périphérique, développement de la coordination œil-main, développement aussi du temps de réaction lorsque le joueur arrive sur certaines situations qui sont un peu chaudes. Voilà, donc la difficulté rencontrée aujourd'hui par les études, c'est que comment est-ce que concrètement on évalue la prise de décision sur un terrain de rugby? Est-ce que c'est plus, moins? Est-ce que c'est, vous voyez, c'est ça la complexité de tout ça. Mais pour répondre à ta question, les études montrent qu'il y a une plus-value au bout de 8 séances de réalité virtuelle, mais c'est pas forcément des études sur la prise de décision puisque les études sur la prise de décision se concentrent pas forcément sur la formation à la prise de la formation se concentre pas sur la formation mais sur l'utilité en fait. Donc en fait il y a un protocole qui dure une année où il y a des joueurs qui l'utilisent, d'autres joueurs qui l'utilisent pas et en fin d'année on fait les comptes. Ce qui fait que on ne sait pas à partir de combien de séances on a les premiers résultats de l'utilisation de la réalité virtuelle. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, si j'ai été clair. Si, très bien, merci. Alexandre. Ouais. Donc, comme je vous disais au tout début, je vous enverrai un petit questionnaire de satisfaction dans la foulée là, pour avoir votre retour. Merci à vous. Si jamais vous avez quelconque question, des choses qui vous viennent comme ça que vous n'avez pas pensé là sur le moment, n'hésitez pas, je suis disponible. C'est un thème qui me passionne, que j'essaie aussi de retranscrire quand je suis sur le terrain avec mes jeunes. Donc j'avoue que en fait au fur et à mesure que j'avance, j'expérimente beaucoup de choses. Et donc, si jamais vous avez des questions, même des suggestions et tout, n'hésitez pas, je suis disponible, je suis à votre écoute. Moi, alors c'est toujours pareil, je pense qu'on est pris par le temps, Marie, peut-être, mais c'est sûr que quand on pense, quand on réfléchit à ça, il y a des questions qui viennent, mais moi, je sais que j'étais au Racing sur les espoirs et il y avait en fait un outil que les pros utilisaient, c'était un Neurotracker. Neurotracker, ouais. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même deux choses différentes entre ce que tu présentes avec cette réalité virtuelle. Est-ce que le travail effectué sur Neurotracker s'apparente à ces exercices de réalité virtuelle? Tu développes les mêmes aires au
niveau du cerveau? Comment ça se passe? Est-ce que ça, il y a un retour aussi? Alors, je vais être. Alors, justement, je sais qu'ils ont, le Racing a embauché un doctorant en chiffres pour étudier le neurotracker et les effets du neurotracker. Actuellement, et moi, du coup, je m'y suis intéressé parce que c'est un sujet qui est le neurotracker, c'est un sujet très 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 intéressant sur lequel qui a attiré forcément mon attention parce que ben, on parle d'outils qui se dit euh, en tout cas qui permettraient de développer beaucoup de choses, sauf que les résultats scientifiques montrent pas que le neurotracker a un vrai impact sur le en tout cas les résultats que j'ai à ma connaissance. Pourquoi? Parce que ben, c'est très très c'est très très éloigné de la pratique du rugby en fait. Et donc c'est vrai que il y a des résultats. Alors c'est très controversé en fait. C'est très controversé. Il y a des études qui montrent qu'il y a un petit gain. Il y a des études qui montrent qu'il y a un gain sur le champ périphérique. Il y a des études qui montrent que non, en fait, il y a pas du tout de gain, que c'est le type de situation qui est proposé après qui fait que les joueurs ont évolué. Donc c'est euh, c'est très controversé ce neurotracker. C'est très intéressant parce que d'ailleurs, je serais curieux de savoir où en est justement le doctorant sur, euh, sur, euh, sur le neurotracker qui travaille au Racing. Mais, euh, mais oui, le neurotracker apparemment n'a pas forcément de répercussions. Pour plusieurs, et les hypothèses sont diverses et variées. C'est parce que il y a eu une période où on travaillait sur un écran et au final l'écran, ben, pour travailler la vision périphérique sur un écran qui est finalement trop petit et qui est tout en vision centrale, bon ben c'est pas forcément, c'est un peu dénué de sens. Il y a plein de choses que l'on peut discuter sur tout ça. Par contre, alors le parti qui est pris, sur la réalité virtuelle, et c'est pour ça que moi je réfléchis à fond là-dessus et que j'ai fait aussi ce doctorat-là, c'est que toutes les situations qui doivent être proposées, ou en tout cas je souhaiterais proposer moi en réalité virtuelle, c'est des situations qui sont contextualisées. C'est des situations qui ont un sens pour le joueur et qui sont pas juste des balles qui bougent dans l'espace. Ça, on peut le faire, mais je pense que ça mériterait d'un complément ou d'un transfert justement sur la pratique réelle, sur le terrain. En termes de transfert de l'exercice de réalité virtuelle que tu pourrais proposer, euh, pour qu'il y ait un transfert optimal, as-tu aussi un retour là-dessus, un recul pour se dire, oui, je fais sa séquence de réalité virtuelle qui va durer, je sais pas moi, peut-être 20 minutes, c'est ça, je sais pas si en termes de temps, voilà, il faut le limiter aussi en termes de concentration, d'attention, et qu'après derrière il faut faire une séquence terrain où il n'y a pas forcément de lien pour optimiser le transfert. Alors, au niveau de l'attention, euh, c'est. Alors, je sais pas si vous avez déjà testé la réalité virtuelle. C'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est très très immersif. C'est-à-dire que à bout de 5 minutes, on a oublié qu'on est dans une pièce et on a l'impression d'être à l'autre bout on peut avoir l'impression d'être à l'autre bout du monde. Euh, c'est assez intéressant. Ça permet justement, les études montrent que ça permet d'obtenir des pics de vigilance. Donc, c'est quelque chose qui, sur le plan cognitif, est plutôt intéressant. Ça permet d'avoir des pics de vigilance. Ça permet de générer de l'attention chez les gens qui les utilisent. Il y a juste à voir si on utilise un casque de réalité virtuelle 2 heures avant d'aller se coucher. Je peux vous dire que vous n'êtes pas couché avant un moment parce que ben, c'était très challengeant, ça demande beaucoup d'énergie et c'est pour ça que sur une formation purement rugby et une formation qui pourrait être réalisée tous les jours, je pense qu'il ne faut pas dépasser 20 minutes. Et c'est quelque chose qui doit pas remplacer la pratique de terrain, c'est, je pense, un complément qui fait que on atteindrait une formation qui est hybride et donc quelque chose qui amènerait les joueurs un support supplémentaire pour amener les joueurs à réfléchir sur leur pratique.
Donc pour toi, le fait que ça les amène à réfléchir, est-ce qu'il serait utile ou nécessaire de faire ta séquence de réalité virtuelle et aller sur le terrain directement pour réinvestir ou pas forcément? Oui, moi je trouve que ça serait le top. Ça serait très très intéressant. Sauf que du coup, on se retrouverait sur les mêmes contraintes comme je le disais dans la présentation, où il faudrait arriver à mobiliser un maximum de joueurs autour de la réalité virtuelle pour qu'il y ait un transfert immédiat sur le terrain. Alors quand je dis immédiat, ça peut être dans l'heure, hein. Donc ça veut dire un paquet de casques et un logiciel qui est capable de supporter tout ça quoi. Nous, on veut bien On innover à Suren. Si vous nous mettez des casques, on veut bien essayer, nous, hein, sur une année. Il n'y a pas de problème. Écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. En plus, on a l'habitude de venir, dans la région parisienne. On- il y a aucun problème, il y a aucun souci. on a encore un peu de temps ou pas? On se fait plaisir ou Allez-y, faites-vous plaisir. non, mais c'est pour savoir, hein. Bon. C'est pas parce qu'on vient de parler de Suresnes en plus, mais bon, en tant qu'ancien Suresnois, non, je rebondis sur la réalité virtuelle. Donc, tu parlais d'augmenter au moins les capacités à lire, quoi, en fait, hein, c'est-à-dire la capacité coordination motrice humain, enfin, et puis la capacité périphérique. Donc ça, c'est le premier rapport qui semble assez évident, hein, et qui est sous-estimé dans nos travaux, hein, c'est clair. Donc ça peut être un bon complément. Depuis tout à l'heure, moi j'ai une question et aussi une façon de bosser qui fait que la prise de décision, elle n'est pas individuelle, elle doit être collective, c'est-à-dire notamment par la communication. Donc est-ce que tu as pensé à inventer des scénarios, des jeux dans la réalité virtuelle, mettant comment dire, en action l'oreille aussi, tout simplement? Oui, 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 oui. C'est un jeu collectif, Alors, donc la prise de décision est partagée, hein, donc je pense que ouais, ouais. voilà. Alors, effectivement, la prise de décision est partagée et c'est pas un point que j'ai abordé ici, que j'ai abordé un peu plus au cours de ma thèse, puisque finalement, la prise de décision, elle se fait jamais toute seule. Disons que l'orientation de la thèse, puisque la thèse était orientée sur les leaders de jeu, a fait que je me suis vraiment focalisé sur un joueur sur le terrain, mais effectivement, la décision, elle est toujours, euh, elle est toujours liée au groupe, à la confiance mutuelle, donc que ce soit sur la conception de la décision ou même la réalisation de la tâche collective. Donc forcément, ça c'est un élément à prendre en compte et qu'on peut pas négliger en fait. Ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que on va pouvoir mettre, je vais dire n'importe quoi, un joueur a le casque de réalité virtuelle chez lui, il s'exerce, etc. Mais il s'exerce comme s'il s'exerçait normalement, c'est-à-dire, je veux dire, sur une situation de touche, puisque c'est des situations sur lesquelles nous, enfin, en tout cas de notre côté, chez Maï, on est en train de travailler sur une situation de touche. Il va communiquer avec le mec, ouais, là, là, là. Et en fait, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on va pouvoir le faire en simultané avec un autre joueur, qui est peut-être même pas dans la même pièce, et qu'on va voir agir, ou qu'on va voir se déplacer. On va pouvoir aussi le faire, mais pas simultanément. C'est-à-dire que vivre une situation de touche où moi je suis en train de bosser, je communique avec l'autre et l'autre a déjà fait son expérience de réalité virtuelle et donc il me fait passer des messages à travers le casque pour que finalement je l'aide à ce qu'on récupère la touche, etc. Donc oui, en fait, cette partie collective, aujourd'hui, elle est possible dans le jeu et je pense que de toute façon, il est essentiel que les joueurs soient confrontés à ces situations virtuelles en collectif. Parce que si on les enlève de ça, on perd toute l'essence de notre sport, en fait. Parce que toute la communication qu'il y a sur un terrain, je sais que avec les jeunes, on bataille pour qu'ils ouvrent leur bouche. Si au final, lorsqu'on les fait basculer sur un outil comme ça, on leur enlève cette faculté-là, c'est compliqué.
Ok, merci. Donc développement de la capacité olfactive, mais aussi à parler et à entendre, quoi. C'est parfait. C'est ça. Je vous conseille, alors je sais pas si vous pouvez le faire, mais je vous conseille d'essayer la réalité virtuelle. Il y a aujourd'hui un grand réseau social qui s'appelle EcoVR, qui en fait, c'est des salles dans lesquelles on rentre, où on se déplace, et en fait on peut discuter, on peut voir la personne qui est peut-être de l'autre côté de la planète. En fait, c'est le réseau social. Je vais dire 2.0, mais là on est à 4.0, qui permet justement de parler, euh, de parler avec la personne, avec une personne, de voir ses actions, de voir ce qu'elle est en train de faire, certaines fois même de se battre avec. On reste dans la plaisanterie, mais voilà, c'est très puissant comme outil.